Ma première question serait tout d'abord de vous présenter qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, votre parcours académique aussi, pour qu'on en sache un peu plus Mhm. sur vous. Ok, eh ben, merci pour l'invitation. Je suis Jean-Benoît Morin. Je suis professeur à l'université de Saint-Étienne. Mon labo est ici sur l'arrière-plan. Je suis directeur de la faculté des sciences du sport et d'éducation physique à Saint-Étienne. Et en parallèle, je suis membre d'un laboratoire de recherche. Donc, mon activité aujourd'hui, c'est à peu près un tiers d'encadrement de recherche, un tiers d'enseignement et un tiers d'administration. Euh, J'ai aussi une activité externe de consultant auprès d'équipes, d'athlètes individuels, de fédérations autour des thématiques de recherche qu'on développe. Et historiquement, j'ai plutôt une formation en sciences du sport, une maîtrise et puis une thèse en locomotion humaine et un background au départ de sportif et d'entraîneur en football, athlétisme essentiellement. Après, j'ai dérivé sur plein d'autres sports, collectifs ou individuels. Mais voilà, mon historique de développement, c'est à peu près ça. Et ma fonction actuelle, c'est ça. Un beau parcours déjà. Ouais, et puis un mix d'expériences, à la fois dans le monde académique et dans le monde de l'entraînement et de la pratique. Mhm. Et justement, vous êtes connu notamment pour le profil Force Vitesse, tout ce qui s'ensuit, enfin tout ce qui est autour de ça. Et je trouve que c'est un sujet très intéressant. Et est-ce que ma première question serait tout simplement de dire c'est quoi, qu'est-ce que c'est le profil Force Vitesse? Alors, c'est quoi? C'est bien de définir ce que c'est parce qu'en fait, c'est juste comment dire, c'est une partie de l'évaluation des qualités physiques et des qualités de production biomécanique des athlètes. Donc l'idée est assez simple, c'est quand on évalue un athlète ou une athlète, on évalue des productions de force, on évalue des productions de mouvement, et le profil force-vitesse, c'est un moyen de très bien résumer la qualité de production de force dans un spectre de vitesse assez large. Si on prend l'exemple du sprint, euh, si je vous demande d'évaluer la qualité de sprint de quelqu'un, vous allez le chronométrer. Donc, vous allez avoir une info, le temps sur une distance donnée. Mais si je vous demande d'évaluer les qualités physiques, la production neuromusculaire en lien, ça va être compliqué. Il va falloir mesurer de la force, mesurer de la vitesse. Et donc, c'est ce que permet le profil force-vitesse. Ça permet de retracer le spectre des qualités de force de l'individu à différents niveaux de vitesse. Donc, on va dire, c'est un résumé. C'est pour ça qu'on a utilisé le mot profil. C'est un résumé de ce que l'individu est capable de produire en termes de force et de vitesse de mouvement dans une tâche donnée. Et les tâches plus souvent utilisées, c'est la poussée verticale ou le saut, ou alors la poussée plutôt entre guillemets horizontale et le sprint. Et du coup, quelle valeur on obtient quand on fait ces différents, enfin ce profil? Hmm. Alors, le profil, il est basé sur la relation force-vitesse. Donc, moi, je l'explique souvent comme ça. La relation force-vitesse, c'est un descripteur physiologique de la capacité de production des muscles dans un exercice global. Et cette relation, elle est relativement commune à tout le monde. C'est-à-dire qu'on sait très bien que plus le mouvement est rapide, moins on peut produire de force et inversement. Et à l'intérieur de cette relation, ben, on a tous des profils différents. Et ce qui décrit le profil, c'est essentiellement les valeurs extrêmes de la relation et comme dans la plupart des exercices multisegmentaires, ce profil est très bien décrit par une relation linéaire, ben, la pente de cette relation va traduire un peu l'orientation de la personne. Donc si par exemple nous deux, on trace notre profil force-vitesse, peut-être qu'on aura une relation linéaire tous les deux, mais les descripteurs de cette relation seront probablement différents. La force maximale théorique, la vitesse maximale théorique et la pente de cette relation. La pente de la relation, c'est le rapport entre les deux, en fait, entre les qualités de force maximale et de vitesse maximale. Mais du coup, on n'aurait pas la même pente optimale entre deux personnes différentes. Alors, le concept de pente optimale, il faut le définir correctement parce que, en fait, c'est un concept qui est individuel. On s'est aperçu que pour un même niveau de puissance maximale, c'est-à-dire quand on cumule les qualités de force et de vitesse et qu'on calcule la puissance, on a une valeur individuelle de puissance maximale. Et on s'est rendu compte que, notamment en saut, un peu en sprint, mais surtout en saut, deux individus qui auraient la même puissance maximale peuvent exprimer cette puissance maximale avec des orientations de profil très différentes. Et on s'est aperçu que la performance, donc la hauteur de saut, est expliquée en partie par la différence de puissance max, de Pmax, mais
au-delà de cette différence, on explique aussi en partie les différences de perf par cette orientation de profil. Et c'est là que par les travaux de Pierre Samosino, on est venu à calculer la notion de profil optimal, en disant que il y a une valeur de profil qui maximise la performance pour un niveau de puissance maximale donné. Et donc, si mon profil réel aujourd'hui n'est pas exactement égal à ce profil, on va dire, optimal, j'ai des gains de performance qui peuvent se trouver là-dedans. Et justement, ces gains de performance, ça s'exprime, enfin, est-ce que vous avez pu avoir des mesures de pourcentage entre avoir enfin, en soi, quel est le but, ouais, en termes de performance de se rapprocher Mm. vers ce profil optimal? Alors ça, c'était une question clé parce que, pour faire simple, si l'écart entre le profil réel et le profil optimum explique, je sais pas, 4% de la performance, on peut se dire, bon, ça sert pas à grand-chose de s'intéresser à ça parce que on vient jouer sur une marge. Mais dans un premier temps, les études en mathématiques, en simulation de ce modèle, et dans un deuxième temps, les mesures qu'on a faites montrent qu'en fait, on est plutôt sur des marges qui peuvent aller jusqu'à 30%. C'est-à-dire que quand on a un profil très déséquilibré, on peut imaginer qu'avec un profil plus équilibré pour un même niveau de puissance, on pourrait gagner à peu près 30% de performance. Ça, c'est la théorie. Et dans la pratique, la toute première étude qu'on a faite, c'est qu'en fait, on a simplement évalué la performance de plein d'athlètes, quantifié leur profil par rapport au profil optimum, et on a vu qu'il y avait un lien. Ceux qui étaient les meilleurs en jump, c'était ceux qui avaient la plus grande puissance maximale, ça c'est manifeste, mais une fois qu'on avait contrôlé l'effet de la puissance, c'était ceux qui avaient le plus petit déficit, c'est-à-dire le plus petit écart par rapport au profil optimum. Mhm. Donc, pour hyper résumer les choses, parce qu'aujourd'hui, tout se cristallise assez facilement, notamment avec les réseaux sociaux, et donc, euh, il y a beaucoup de gens, avant de comprendre une approche, préfèrent l'attaquer et la diminuer. L'idée est simple, c'est qu'on on dit pas qu'il faut absolument que tout le monde optimise son profil. On dit juste que dans l'explication globale de la performance, il y a une grande partie qui est expliquée par la puissance maximale. Donc, vous voulez sauter haut, développer votre puissance maximale. J'allais dire, quel que soit le moyen d'y parvenir, mais il reste une partie de la différence de performance qui va être expliquée par ce profil. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une vision globale des choses et en tant qu'entraîneur ou de préparateur physique, d'essayer de s'intéresser à toutes les explications potentielles d'un gain de performance. Mhm. Et maintenant, du coup, comment on met en place ce profil? Parce que justement, il y a le profil horizontal et le profil vertical. Comment on met en place les deux? Alors, en fait, pour moi, ça dépend. L'idée, c'est que il faut pas mettre en place ces évaluations pour le plaisir de les mettre en place. Il faut qu'elles servent à répondre à une question. Donc, si l'objectif, c'est d'optimiser un peu le travail qui est fait dans la direction du jump ou dans la direction du sprint, on mettra plutôt en place l'une des évaluations ou l'autre. Cela dit, je trouve que le profil vertical, entre guillemets, est intéressant parce qu'il va donner une info qui est la qualité de force maximale de l'athlète, qui est une info qui est relativement difficile à obtenir d'un point de vue pratique. Donc là, moi, j'ai envie de dire, ça dépend de la question à laquelle vous voulez répondre. Si vous avez aucun intérêt à augmenter la hauteur de saut de votre athlète, dans ce cas-là, le profil vertical et le profil optimal et tout ce qui est évalué derrière, ça ne vous intéresse pas. À l'inverse, si vous voulez améliorer ça, vous avez ici une voie de travail. Et pareil pour le sprint. Si ça ne vous intéresse pas pour un athlète donné d'améliorer ou d'entraîner sa performance en accélération, dans ce cas-là, ça ne sert à rien de le profiler. Mais je réponds plutôt à la question à l'envers. C'est-à-dire, si c'est intéressant pour vous, là, vous pouvez le mettre en place et je pense qu'il y aura des informations à tirer. Encore une fois, ce ne sera pas une baguette magique, mais ce sera un niveau d'information euh, plus avancé que les classiques, quelle est ta hauteur de saut et quel est ton temps sur 30 mètres. Si je vous dis comment on entraîne cet athlète sur la base d'un chrono sur 30 mètres, euh, c'est très difficile de répondre parce qu'on n'est pas face à ses qualités physiques, on n'est pas face à ses caractéristiques, on est face à une performance. Ouais. Donc en fait, il faut bien analyser sa discipline avant de faire ces tests et pas les faire pour les faire. Exactement. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé de répondre à des gens qui me posaient des questions en termes d'entraînement. Regardez ailleurs parce que c'est pas du tout l'objectif. Ça vous sera pas utile entre guillemets. Moi, je garde toujours ce pied sur le terrain et je viens du terrain et donc l'idée c'est toujours de répondre à des questions de terrain. Et si c'est pas pertinent, il faut pas mettre en place des évaluations scientifiques si in fine on n'utilise pas les informations. Mhm. Et est-ce que faire le profil force-vitesse, ça, c'est aussi intéressant pour les débutants que les confirmés? Est-ce qu'on peut directement le faire avec n'importe qui?
Globalement, la réponse est oui, on peut le faire avec n'importe qui, sauf que pour faire le test de sprint, il suffit de sprinter. C'est-à-dire que les informations de base dont on a besoin pour mettre en place nos méthodes de terrain, c'est un sprint maximum de 0 à sa vitesse maximale. Donc ça, j'allais dire, n'importe quel athlète peut le faire. Même si parfois, il y a des contextes où on nous dit sprinter 30 mètres, on ne le fait pas, c'est trop dangereux, etc. Donc tout le monde peut le faire. En revanche, pour établir le profil vertical, il faut sauter avec des charges parce que pour établir le spectre des capacités, par définition, il faut aller chercher la production de force le long du spectre. Et donc, ça implique des sauts avec charge. Et là, pour moi, ce n'est pas tellement une question d'âge, c'est une question de capacité et d'habituation à faire le test. C'est un test qui coûte quelques sauts avec des charges additionnelles. Donc, si les gens ne sont pas familiers et ne sont pas capables de correctement sauter avec des charges additionnelles sur le dos, ils ne peuvent pas mettre en place le test. C'est une des limites du test. Donc pour le test vertical, ouais, c'est le fait d'utiliser des charges, c'est pour justement arriver à faire tout le spectre complet, quoi. Et donc là, C'est on ça. demande Ouais. de sauter avec une barre avec des grosses charges. Mm. Eh oui. Je ne peux pas avoir une idée précise de votre capacité de production de vitesse dans les hauts niveaux de force si je ne vous fais pas faire ce genre d'exécution. Donc en fait, si je m'arrête par exemple à un squat jump ou à un squat jump avec une barre de 20 kilos, je n'ai aucune information sur votre capacité de production de force à des forces très élevées. Et par exemple, deux personnes qui feraient la même hauteur avec 20 kilos sur le dos peuvent tout à fait avoir des profils complètement différents. Parce que peut-être que quand ce sera très lourd, il y en a un des deux qui sera bien plus performant que l'autre. Mais l'information à 20 kilos ne me le dit pas, ne me permet pas d'anticiper ça. C'est comme si, je sais pas, si je veux savoir votre capacité maximale de consommation d'oxygène, il va falloir que je fasse un test qui vous pousse à des très hauts niveaux de consommation d'oxygène. Donc, un test quasi maximal. Ben là, c'est la même chose. Mhm. Et du coup, une fois qu'on a tous ces tests, comment les interpréter pour justement adapter son entraînement correctement? Alors, on revient à la question d'avant par rapport aux débutants. De mon point de vue, et je suis tout à fait d'accord avec le discours, alors c'est un discours qui décrit parfois l'approche qu'on défend. C'est un discours qui consiste à dire, vous emmerdez pas avec ça. En gros, c'est trop sophistiqué. Faites travailler la puissance à tout le monde et tout ira bien. Et je suis partiellement d'accord avec ce discours-là, mais c'est un discours qui n'est valable qu'à un certain niveau de performance, qu'avec par exemple des débutants ou des gens qui n'ont encore pas poussé leur niveau de puissance maximale. Et donc, j'ai envie de dire que interpréter ça, ça va permettre d'aller un peu plus loin et d'individualiser un peu plus l'approche qu'un simple entraînement qui vise à développer des qualités globales et augmenter la puissance. Donc, moi, je suis pas comment dire, un défenseur d'utiliser le profil systématiquement. Je pense que ça peut donner une très bonne information avec les jeunes pour un peu mieux connaître leurs capacités physiques, donc leur orientation personnelle en termes de qualité et en termes d'entraînement, mais ce sera surtout beaucoup utile à un certain niveau de performance quand on voudra peut-être franchir des crans d'entraînement qu'un travail global et un peu pluriel ne permet plus. On a vu des gains de jump chez des gens qui jouaient au rugby à très haut niveau depuis plus de 10 ans. Euh, Parce qu'ils s'entraînaient plus ou moins tout le temps de la même façon, ils avaient entre guillemets plafonné en termes de puissance maximale, et voir dans leur profil où étaient les nouvelles marges de progrès a permis d'améliorer la hauteur de saut. Donc voilà, le discours, il est pas du tout systématique. Il y a des contextes où bah, on s'intéressera à ça plus tard. Moi, pour vous donner un exemple très simple, quand je sais pas, des jeunes footballeurs de 14-15 ans font absolument pas de préparation physique correctement, ne travaillent pas la puissance de façon correcte, ben, avec eux, je vais pas m'amuser à faire des profils pour interpréter les profils. Je vais déjà mettre en place un entraînement dans lequel on travaille correctement la puissance pendant plusieurs cycles avant d'aller individualiser les choses. Mais donc, ça voudrait dire que c'est mieux d'abord de travailler la puissance de manière globale, donc faire des exercices aussi bien pour la force que la vitesse, et seulement une fois qu'on a atteint un certain niveau de compétence, là, on peut commencer à individualiser. Ouais, les deux approches sont pas exclusives, hein. On a toujours, malheureusement, et je pense que les réseaux sociaux ont contribué à ça. On imagine que quand on dit c'est intéressant de faire ça, ça veut dire que tout le reste n'est pas intéressant, ne doit pas être fait. On peut faire les deux en parallèle. Mais effectivement, pour moi, d'un point de vue de l'organisation, d'un point de vue de l'efficacité de l'entraînement, c'est intéressant d'avoir une bonne base de puissance avant d'aller un peu spécialiser le type de travail.
C'est-à-dire en fait de stimuler tout le spectre. Mais attention, là, il faudra qu'on y revienne, hein. Stimuler tout le spectre, ça veut dire aller à des niveaux très très élevés de force et de résistance et aller à des niveaux très très élevés de vitesse. Parfois, quand j'ai de la discussion avec des gens qui me disent oui, oui, je fais du travail de contraste, de charge, donc je fais à la fois de la force et de la vitesse. Et quand on regarde en fait ce qu'ils font réellement, la force n'est pas vraiment de la force maximale, on reste dans le milieu du spectre, et la vitesse reste aussi dans le milieu du spectre. Donc, faut bien s'entendre sur ce que c'est que travailler la puissance maximale correctement. Mais oui, cette approche-là me dérange pas du tout. De dire soyons généralistes, et puis après, les adaptations suivantes viendront par une orientation d'après le profil. Mhm. Mais du coup, quand on fait le profil, on voit donc si, par exemple, deux personnes qui auraient peut-être la même hauteur de saut ont des profils différents. Il y en a peut-être un qui sera plus axé sur un déficit de force alors que l'autre aura plus un déficit de vitesse. Est-ce qu'on travaille ça de la même manière pour le profil vertical ou le profil horizontal? Donc, je m'explique. Si par exemple, imaginons, Mm. on a quelqu'un qui a un déficit de force lors du profil vertical, on va donc faire un travail axé sur la force. Et donc, par exemple, là, ce sera des squats. Mais est-ce que si cette même, enfin, imaginons une autre personne a un déficit de force, mais sur le profil horizontal, est-ce que faire des squats est intéressant ou c'est mieux de faire un autre travail? Alors, globalement, on a observé deux choses dans nos recherches et dans notre pratique. La première, c'est que l'orientation globale des deux profils n'était pas systématiquement liée ou corrélée. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un certain type de profil dans une exécution et pas dans l'autre, et ce, a fortiori, quand le niveau s'élève. Donc, il y a une forme de distinction entre les deux. Donc, c'est important d'évaluer chaque profil et de ne pas interpréter l'un en fonction de l'autre. C'est-à-dire de ne pas se dire, bon, bah, lui ou elle, il a un profil très orienté force en squat, alors ça doit être un profil très orienté force en sprint. Donc, il faut séparer les choses. Et après, en termes de travail, la réponse est claire et évidente pour le profil vertical parce qu'il n'y a qu'une dimension, il n'y a qu'une composante. Et effectivement, il n'y aura pas 50 solutions pour améliorer sa force maximale. Pour le sprint, c'est un peu différent. En fait, il y a deux types de travail. Il y a un travail qu'on va dire non spécifique, où on développe la force maximale, mais pas en faisant du sprint. Donc, par exemple, en faisant des exercices de squat, de presse, de ce qu'on veut. Et il va y avoir une approche spécifique, où on travaille le sprint avec résistance. Et moi, l'orientation que je donne, c'est une orientation qui respecte la spécificité. Donc, je pense qu'il est mieux de travailler avec des résistances dans le plan horizontal pour améliorer la force en sprint. Mais et c'est pour ça que c'est intéressant de cumuler les deux profils. Dans le cas où les athlètes ont un très faible niveau de force maximale absolue, non spécifique, je pense qu'il y a une part des gains en sprint qui va pouvoir se trouver par des exercices de renforcement non spécifiques au sprint, comme le squat, etc., etc. Et il commence à y avoir un peu de littérature et par contre, commence à y avoir une bonne, comment dire, un bon accord entre les coachs pour dire, au-delà d'un certain niveau de force maximale non spécifique, type squat, presse, etc., de nouveaux gains ne se transfèrent plus vers la performance en accélération ou en vitesse maximale en sprint. Donc, voilà, pour moi, la spécificité est à favoriser, sauf pour les gens qui ont un profil avec vraiment un déficit en force clair. Et là, pour eux, ça peut être intéressant de travailler dans les deux plans. Mhm. Ouais, ok. Et du coup, maintenant, si on a un déficit de vitesse, que ce soit sur le plan horizontal ou vertical, quel type d'exercice on peut mettre en place justement pour améliorer cette partie-là? Alors ça, c'est la partie la plus intrigante de nos recherches parce que pour deux raisons. La première, c'est que sur le plan horizontal, euh, c'est relativement simple pour travailler la vitesse maximale. Il faut travailler à vitesse maximale ou pas loin. Et on voit que globalement, les gains sont moins évidents et moins faciles à obtenir que les gains en force en sprint. Donc ça, c'est la première chose. Alors peut-être qu'on sait mal la travailler, la vitesse en sprint, mais en tout cas, les gains sont moins faciles à obtenir. Sur le vertical, le problème, c'est qu'en fait, si on prend le squat jump, c'est-à-dire travailler à poids du corps, on est pour 90% des athlètes au milieu de la relation. C'est-à-dire, c'est pas une opinion, hein, c'est les chiffres. C'est-à-dire que la force et la vitesse que vous produisez lors d'un squat jump, c'est à peu près le milieu de votre spectre. Et ça veut dire que tout ce que vous faites plus lourd que le squat jump, c'est-à-dire squat jump sur une jambe, squat jump avec des charges, hein, va travailler, va stimuler le côté force du profil.
Et malheureusement, quand vous rentrez dans une salle de musculation, 90% des appareils qui sont devant vous vont servir à charger, c'est-à-dire vont servir à travailler côté force. Et donc, il faut mettre en place des stratégies, il faut trouver des exercices qui permettent de travailler le côté vitesse. Donc, par définition, si je veux stimuler le côté vitesse, il faut aller plutôt dans le sens de l'allègement. Et donc, on va utiliser des assistances par élastique, des sauts avec contre-mouvement, tout ce qui permet de pousser avec une intensité maximale, mais face à une résistance plus faible que poids du corps. Donc nous, on a, entre guillemets, on a proposé, je ne vais pas dire inventé, mais on a proposé le squat horizontal, c'est-à-dire le fait de pousser contre un mur en étant sur un système qui roule pour enlever le poids du corps, enlever l'effet de la gravité. On a aussi des exercices que des coachs proposent avec des élastiques, avec des... Enfin voilà, il y a pas mal de systèmes où on peut pousser avec plus de vitesse que le simple squat jump. Mais c'est plus compliqué à mettre en place. Et c'est pour ça que je pense que la préparation physique et l'entraînement est globalement souvent décalé côté force, uniquement parce que ben, les masses utilisent la gravité et beaucoup de choses vont dans le sens d'alourdir l'athlète plutôt que de l'alléger. Ouais, donc dans le profil vertical, tout ce qui peut nous alléger ou alléger l'athlète sera Mm. favorable à la vitesse, quoi. En, en fait, on se rapproche du concept de velocity-based training, c'est-à-dire de l'entraînement basé sur la vitesse de la barre, où là, en fait, l'idée, c'est d'avoir une vitesse d'exécution qui soit plus grande que celle du squat jump, Mhm. pour stimuler le côté qu'on a envie de développer. Et du coup, pour le profil horizontal, c'est plus compliqué. Est-ce qu'il y a des exercices pour justement alléger ça, nous alléger? Dans le profil horizontal, en fait, si on regarde le profil, la valeur maximale du profil, elle est très proche de la vitesse maximale des individus. Donc, on n'est pas du tout dans le même contexte. Si je veux travailler les 20% les plus élevés de mon profil en sprint, eh bien, le sprint à vitesse élevée, le sprint lancé, etc., théoriquement devrait être suffisant, puisque je suis bien spécifique de la zone. Donc, tout ce qui concerne la survitesse, pour moi, c'est une question ouverte pour deux raisons. La première, c'est que les études d'entraînement sur vitesse sont très peu nombreuses et elles trouvent des résultats qui sont relativement peu clairs. Ce n'est pas systématiquement positif. Et la deuxième, c'est qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne retrouvent pas des effets évidents de la survitesse. D'accord? Et pour moi, ce n'est pas très surprenant parce que la survitesse vous permet de courir à une vitesse qui est hors profil. C'est-à-dire Mhm. qu'artificiellement, on vous emmène au-delà de votre profil. Alors que nous, le travail qu'on défend, c'est un travail qui reste quand même à l'intérieur du profil. Donc, je ne dis pas que l'entraînement en survitesse ne fonctionne pas. Je dis juste que la recherche et les témoignages et la pratique présentent des données qui sont pour l'instant pas claires. Et encore une fois, c'est le discours que je tiens souvent, par exemple, avec le football ou le rugby. Je dis tout le temps, vous vous intéresserez à la survitesse quand vous aurez déjà fait correctement, bien le tour d'un vrai bon entraînement de vitesse. Et après, on en reparlera. Mhm. Ouais, du coup, pour développer, si on a un manque de vitesse dans le profil horizontal, il faut travailler à vitesse max et pas du tout penser à comme on penserait au profil vertical, à alléger le poids du corps. Non, parce qu'en fait, c'est toujours pareil. Si on veut rester spécifique de la zone de vitesse cible, alors il faut laisser le corps sans résistance et le sprint normal à vitesse maximale. Mais par Mhm. contre, il faut le faire correctement. C'est-à-dire que parfois, j'entends des endroits où on dit oui, oui, on travaille la vitesse. Et en fait, quand on regarde les valeurs et les durées de travail, d'exposition des joueurs, on s'aperçoit que ce n'est pas vraiment le cas. Par exemple, si vous faites un 10 mètres, sur un 10 mètres, vous n'allez pas stimuler votre vitesse maximale parce que vous n'allez pas atteindre une zone proche de vitesse maximale. Et justement, pour mettre en place, par exemple, ça, un entraînement où on aura un déficit de vitesse, où on doit faire des sprints, vous travaillerez sur combien de mètres et peut-être aussi savoir un peu le nombre de répétitions ou peut-être un peu comment faire une séance type, entre guillemets, Mm. pour ça. Ben, déjà, pour moi, il faut, c'est pas une séance type. Il faut acter le fait qu'on va le travailler et qu'on va le travailler souvent. Parce qu'en fait, c'est un entraînement qui est très, comment dire, stimulant, mécaniquement parlant, qui est très sollicitant. Et donc, on ne peut pas se permettre d'en faire une fois tous les 3 semaines, comme ça. Donc, il faut l'intégrer. Et j'ai envie de dire, plus on l'intègre, plus on va pouvoir se permettre, entre guillemets, de micro-doser, c'est-à-dire d'éviter des séances où il y a, je sais pas, 200 mètres cumulés de vitesse très élevée. Et après, pour moi, si on travaille déjà plus de 60 mètres ou plus de 80 mètres cumulés à haute vitesse, c'est-à-dire à vitesse quasiment maximale sur une séance,
c'est l'objectif. Et pareil, il va falloir être très progressif. Enfin voilà, vous prenez des gens qui n'en ont jamais fait, vous leur faites faire 2 fois par semaine 80 mètres de haute vitesse, ils vont avoir des problèmes. Donc il faut raisonner comme on raisonne avec le reste de l'entraînement, progressivement. Après, en termes de distance, bah, c'est assez simple. Il faut avoir une idée du spectre de vitesse de nos athlètes. Pour faire simple, dans la plupart des disciplines sportives hors sprint, la plupart des athlètes atteignent leur vitesse max en 15 à 20 mètres, ou en tout cas le plateau de vitesse. Moi, je considère 95% de la Vmax. C'est-à-dire le plateau de Vmax, il est atteint au bout de 15 à 20 mètres pour la plupart des individus, et il peut être maintenu une vingtaine, une trentaine de mètres. Donc, automatiquement, là, ce que je viens de dire, ça guide les choses. Ça veut dire que si on fait de la Vmax en partant de zéro, il faut au moins 20 mètres. Et il ne faut pas s'arrêter à 20 mètres. C'est à 20 mètres que le travail commence, puisque, en fait, on n'a pas d'astuce pour emmener le corps à sa vitesse max et travailler à Vmax. Donc, il faut faire des distances comme ça. Ou alors, on fait ce qu'on appelle de la vitesse lancée, c'est-à-dire on vise des plages de travail à Vmax avec un lancement préalable qui peut être sous-maximal, qui est par exemple, on imagine de travailler sur des 10 mètres lancés à haute vitesse, soit quasiment maximal, soit maximal. Et avant, on a 60 mètres, 80 mètres de préparation, d'accélération. Mais ce qui va compter, c'est le temps d'exposition. On parle souvent en musculation de temps sous tension. Bah là, ce serait du temps à Vmax ou du temps proche de Vmax. Ouais, c'est ça. Donc, quand vous avez dit mettre 60 mètres ou 80 mètres à Vmax, ça veut dire que si on fait du travail peut-être sur 30 mètres, c'est seulement les 10 mètres à la fin qui comptent Exactement. dans les 80. Ouais. Et j'ai envie de te dire que si tu fais, par exemple, 4 fois 20 mètres, départ arrêté avec un athlète, eh bien, probablement que cet athlète, il va passer chaque répétition 2 à 5 mètres à Vmax. Et donc, ça veut dire que sur tes 4 fois 20 mètres, tu as fait 80 mètres de travail, mais tu as fait 10, 20 mètres de travail à Vmax. À l'inverse, si tu fais 4 fois 10 mètres lancés ou 15 mètres lancés, tu vas avoir un travail à Vmax 4 fois plus grand ou 5 fois plus grand. Donc en fait, il faut faire très attention à ça. Et parfois, le dosage des distances n'expose pas à la haute vitesse. Je prends un exemple tout simple. Si avec une équipe de footballeurs, tu fais, je sais pas, 5 fois 10 mètres, départ arrêté, tu vas pas travailler la vitesse maximale. Parce que les athlètes vont quasiment jamais l'atteindre. Tu vas travailler l'accélération, mais pas la Vmax. Ouais, ok, ok. Et quand on fait ces entraînements spécifiques, je suppose que si par exemple on a un déficit de force, que ce soit dans le profil horizontal ou vertical, on va pas travailler uniquement de la force sans travailler la vitesse. C'est toujours, on va peut-être, enfin, on axe plus sur le travail de force, mais on garde toujours son travail de vitesse. Si tu veux, c'est toute la dichotomie qu'il y a entre la recherche académique et l'entraînement. La recherche académique, elle est obligée de se focaliser sur une variable pour étudier comment on entraîne cette variable et donc de contrôler tout le reste. D'accord? Et donc, quand nous, on a fait des études pour dire ce mode d'entraînement-là marche sur telle ou telle partie du profil, il y a des gens qui ont interprété ça comme attention, les entraîneurs, on est en train de vous dire de faire que ça. Et évidemment, on n'est pas fou. On sait très bien que l'entraîneur, c'est quelqu'un qui doit composer, organiser les stimulations. Et donc, l'idée, c'est exactement ça, c'est de moduler. Moi, j'aime bien le terme de moduler plutôt que d'individualiser. C'est moduler les entraînements pour mettre un focus sur l'endroit où j'ai envie de mettre un focus. Mais évidemment, sans oublier tout le reste. Donc, il ne nous viendrait jamais à l'esprit de dire, ben, vous avez un déficit en force, faites que de la haute résistance, merci, au revoir, parce qu'on sait très bien que l'entraînement nécessite de jamais rien vraiment mettre de côté. Par contre, si on veut faire un stimulus précis, il va falloir moduler les choses, bouger les curseurs. Mais justement, jusqu'à quand on va aller, si on a un déficit de force, on va travailler, enfin, on va axer notre travail sur la force jusqu'à euh, retrouver, enfin, ou du moins se rapprocher du profil optimal. Mais une fois qu'on arrive à ce profil optimal, est-ce qu'on doit rééquilibrer le travail de force et de vitesse ou on doit Mhm. toujours constamment garder un travail un peu plus Ben, sur la force? si tu veux, c'est l'aspect dynamique des choses, c'est que là, si on parle du profil vertical, c'est qu'une fois que tu t'aperçois que ton entraînement, on va dire, de rééquilibration ou ta modulation pour rééquilibrer a des effets, qui sont variables entre les individus, tu vas pouvoir moduler autrement les choses parce que ton athlète va changer de profil. Et donc, comme on indexe l'entraînement ou la répartition des entraînements sur la base du profil, si le profil change, l'entraînement change. Et à la fin de la journée, l'idéal, c'est d'avoir
une pente, une orientation du profil qui est proche de l'optimum et d'essayer d'avoir un entraînement qui permet de maintenir ça tout en augmentant encore la puissance maximale. L'idée globale, c'est ça. Ouais, ok, ouais, ouais, ouais. Je vois. Et j'ai vu que. Ah oui, juste une petite question d'abord. Ces tests, c'est intéressant de les faire tous les combien de temps? Régulièrement? Si tu veux, globalement, c'est pas des tests très taxants. C'est le profil vertical. Quand il est maîtrisé, ça se fait en 20 minutes. Ça demande un échauffement standard, mais c'est pas très lourd. Le test de sprint, bon, ça demande un 30 mètres à fond. Donc parfois, c'est difficile à programmer. Mais nous, la pratique qu'on a ou qu'on conseille, c'est d'avoir une approche tous les 2 mois parce qu'on trouve qu'avec l'expérience, évidemment, mesurer le plus souvent possible, c'est le mieux. On est bien d'accord. Mais euh, on sait très bien que la réalité de l'entraînement et de la préparation physique ne permet pas ça. Donc, le bon compromis, dans notre expérience, c'est 2 mois, c'est-à-dire c'est assez loin pour pas non plus trop solliciter les athlètes, et c'est assez près pour rester quand même au plus près des évolutions des qualités physiques. Bien Ok. sûr, si on peut faire ça plus souvent, c'est mieux, hein, mais voilà, le bon compromis, ça me semble être 2 mois. Ouais. Et j'avais vu que dans certaines de présentations que j'avais trouvées sur Internet, vous parliez que c'était aussi intéressant de faire le profil force-vitesse lors des blessures. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de blessures aux ischios, surtout dans le foot, et que à quel niveau c'est intéressant de faire le profil force-vitesse pour les blessures. Alors, donc là, on parle vraiment du sprint, hein. Pour moi, c'est intéressant à 2 niveaux. Le premier, c'est que si on monitore ce profil, on a une information pour éventuellement guider la préparation physique, guider l'entraînement. Donc, l'investissement qui consiste à demander un test tous les 2 mois aux joueurs permet d'éventuellement mieux guider leur entraînement. La première chose. Et en fait, ça va être gagnant-gagnant parce que cette information-là, elle va servir éventuellement de point de repère si les athlètes se blessent. C'est-à-dire que si tu es un de mes joueurs et que j'ai ton profil tous les 2 mois et qu'il t'arrive une blessure, que ce soit aux ischios ou ailleurs, et que tu pars off, puis en rééducation et que tu reviens, j'ai quelque part une information fonctionnelle spécifique du sprint qui me permet de dire, avant sa blessure, voilà son profil. Et ça me permet de guider un peu la réhab. Et on s'est aperçu notamment que post-réhab, il y a des gens qui avaient 20% de F0 en moins sur le sprint. Si j'ai cette information-là, je pense que je peux compléter la réhab par quelque chose d'un peu plus spécifique. Si je n'ai pas cette information-là, eh ben, je vais laisser repartir l'athlète sur le terrain alors qu'il a un profil mécanique qui est clairement différent de pré-blessure. Donc, j'allais dire que l'info coûte pas très cher et elle sert sur les 2 tableaux. On dit souvent, ah ben maintenant que l'athlète est blessé, j'aimerais bien faire suivre sa rééducation et le ramener à ses valeurs initiales. Mais ces valeurs initiales, comme tu n'avais pas de boule de cristal qui te permettait d'anticiper qu'il allait se blesser, ces valeurs initiales, c'est celles de ton monitoring. Et si tu n'as pas mis en place le monitoring, tu n'as pas les valeurs initiales. Donc en fait, c'est de l'investissement pour plus tard, pour guider la rééducation de façon spécifique. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y a des gens qui avaient un testing musculaire très bon, une force revenue entre guillemets à la normale, mais quand ils sprintaient, ils étaient très très loin de leur profil, on va dire, pré-blessure. Ouais, donc ça va être intéressant de faire des profils régulièrement. Et comme ça, s'il y a une blessure, ben, ça permet de savoir, avant de le relancer dans la compétition, de savoir il a retrouvé ses valeurs de base, aussi bien en force qu'en vitesse. C'est ça. Ou alors de le relancer dans la compétition en étant conscient du fait que le profil n'est pas revenu à la normale. Ouais, ok, ok. Ouais, intéressant, intéressant. Donc au final, le profil force-vitesse a son intérêt autant pour la performance que pour les blessures allez, le retour au compète. Oui, parce que, comme on l'a dit au départ, c'est une description un peu plus poussée des caractéristiques mécaniques de l'athlète dans sa tâche ou dans une tâche très proche de sa tâche spécifique. Donc, ça peut que être bénéfique. Euh, Si j'ai le choix entre juste avoir la force isométrique maximale du quadriceps en position 90 degrés ou le profil fonctionnel en saut et en sprint avant et après une lésion du ligament croisé antérieur, mon choix, il est clair. Je préfère avoir des données un peu plus proches de la tâche que des données plus isolées, on va dire.